Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait. Nous sommes très ravis de vous retrouver en cette nouvelle année. On vous promet de faire mieux qu'on l'a fait l'année dernière. Nous vous présentons d'abord nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année. On va travailler d'arrache-pied pour vous offrir le meilleur de la télé, travailler de mieux en mieux pour vous donner plus d'actualité, traiter sur tous les sujets, vous donner la vraie version de faits de société, de notre classe politique, économique et sociale et de toutes les classes sociales. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner cette émission alors qu'il y a quelques jours derrière nous, les chefs de l'État avaient été confirmés par la Cour constitutionnelle après avoir été plébiscités par la CENI pour un nouveau mandat, un second et dernier mandat. Le chef de l'État est en train de briguer encore un nouveau mandat. C'est, bien sûr, nous sommes dans l'attente de sa prestation de serment pour que Félix Tshisekedi puisse passer l'impérium à Félix Tshisekedi élu et pendant 5 ans encore. Alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir si l'intérêt général sera la loi suprême. Est-ce que si oui, quels sont les signaux, quelles sont les réformes que la classe politique dirigeante va imprimer dans la société pour donner le ton à ces nouvel élan? Déjà, quand on décrit les coûts élevés de l'enveloppe budgétaire des institutions, qu'on qualifie déjà depuis plus d'une décennie d'être budgétivore, quand on sait que les émoluments de députés, c'est excédent, c'est de trop, comme le disent certains, quand on sait que l'injustice sociale est toute consacrée, parce qu'on a tantôt les enfants chéris du pays, comme le disait Modeste Bahati au sénateur, et puis on a de l'autre côté les enseignants, les médecins, les militaires, et toutes ces catégories professionnelles, sociales qui broient du noir. Quelles sont les réformes courageuses que ce nouveau régime va implémenter pour changer le sort social de la population congolaise? Alors, pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau pour vous Jean-Marie Ngoma Chitaka. Il est président interfédéral de ERCO Rénovation du Congo, parti cher au prof Yokampela, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Meilleurs vœux, Jean-Marie. Bonsoir, monsieur le journaliste. Meilleurs vœux à tous qui nous suivent et à tous ceux qui nous sont chers. Merci. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on envisage toujours l'avenir avec certitude, avec espoir. Voilà. Alors, avant qu'on touche au sujet, moi j'aimerais qu'on puisse lever un équivoque qui a longtemps collé à la peau le chef de l'État. Pendant 5 ans, on lui criait à tout va qu'il manquait de légitimité, qu'il était illégitime. Maintenant là, il est plébiscité avec 73,23%. Il est de loin le président le mieux élu et il a laissé très loin derrière lui son principal challenger ou ses principaux challengers, si vous voulez, Katumbi et Fayoulou. Pensez-vous qu'on a tordu le cou, cette élection aura tordu le cou à ceux qui criaient son illégitimité à tout va et sur tout le toit? Et qu'est-ce que cela augure pour vous? Correctif d'abord, merci pour la parole. Ce n'est pas 73,23, mais c'est 73,47%. OK. D'emblée. Et je crois que le peuple a agi, les urnes ont parlé. Le peuple, une fois de plus, en plébiscitant, a donné la possibilité à la CENI de pouvoir se rendre compte de la réalité de fait. Et ce n'est pas la CENI qui a, comme vous l'aviez introduit, qui avait plébiscité, c'est le peuple. La CENI n'a fait que publier ces plébiscites, ça va de pair. Ça s'arrange de cette façon-là.
Et il ne reste qu'à la Cour constitutionnelle qui a déjà confirmé de pouvoir, n'est-ce pas, acter le serment, la prestation du serment du nouveau chef, le meilleur élu depuis plusieurs générations. Depuis l'indépendance. Ah oui, sans commentaire. Je crois que nous nous rendons compte finalement que la vérité est têtue. Elle peut mettre, c'est sûr, beaucoup de temps à pouvoir arriver à sa place. C'est comme un grain jeté dans le vide qui atterrira dans de la bonne terre fertile pour pouvoir germer et donner le meilleur qu'on attend d'elle, cette vérité. Pendant que le mensonge a traversé monts et vallées pour pouvoir, n'est-ce pas, raconter à qui voulait l'entendre qu'il ne s'agissait pas de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si les choses étaient encore à recommencer, je crois que ça serait plus que maintenant. Parce que ceux qui étaient en train de dormir, finalement, se rendent compte qu'il y avait la vérité qui tardait et qui traînait à pouvoir atteindre tout le monde. Cela étant, le nouveau mandat, si vous le voulez bien, du chef de l'État, j'essaie un peu de me mettre dans son programme d'action. Il se résume à quelques points, dont les plus essentiels, c'est d'abord la création d'emplois, environ 6 400 000 emplois. Bien sûr, il faudra un peu de la technicité et il mise beaucoup sur le domaine agricole, la physiocratie, pour pouvoir avoir suffisamment de denrées. C'est la production, mais il faudra aussi, à côté de la production, qu'il y ait des instruments ou qu'il y ait des industries de transformation. Cela pourra générer, n'est-ce pas, des emplois d'une manière ou d'une autre. Et la visée ici ne sera pas que la consommation au sens le plus simple du mot. Je crois que cette production sera accompagnée de l'exportation. D'où il faudra tout faire pour que nous puissions avoir beaucoup de bras dans le domaine agricole, surtout lorsque dans l'un des programmes ambitieux, il y a le parc agricole du Congo central cette fois-ci. Je crois que cela va générer beaucoup d'emplois. Il n'y a pas que ça, il compte aussi sur le numérique qui sera capable de faire jonction avec beaucoup de domaines dans ce secteur. Nous sommes encore presque au début et ça pourra à coup sûr générer les emplois. Allez, justement, on est en train d'en parler dans l'introduction de cette émission. Félix Tshisekedi réélu pour un second mandat. Si on a connu des discours, des slogans qui tous n'ont peut-être pas manqué de faits ou soit être suivis de faits, mais ici, la question qui se pose, on parle tantôt de réformes courageuses qu'il faudrait amorcer dans ce second mandat pour impacter profondément la vie des Congolais. Déjà, d'entrée de jeu, quelles sont ces réformes courageuses, selon vous, qui va impacter la vie de Congolais pendant 5 ans? À coup sûr, il faut avoir le courage de dire que ça ne sera pas le quinquennat de réforme, puisque quelques réformes ont déjà été amorcées depuis le mandat précédent. En matière de justice, par exemple, il y a eu des chambardements. Évidemment, c'était comme l'épine dans le pied de l'institution, plutôt dans le pied, n'est-ce pas, des gouvernants. Dans l'ensemble, la justice n'a pas répondu. Je crois que si réforme il y aura, et avec la formation d'au moins 2500 nouveaux magistrats qui ont été déjà affectés, et ajouter à cela encore 2500 qui voudront venir après, je crois que nous aurons facilement atteindre le principe et le taux de un magistrat pour 30 000 habitants, c'est déjà une part de justice. Ainsi, avec le fonctionnement des chambres au niveau judiciaire,
je crois que le respect de la loi sera de tous côtés, et du côté des plaignants et du côté des accusés, pourquoi pas du côté de ceux qui sont appelés à dire le droit. Il n'y a pas que ça, cher Christopher. Je crois que dans tous les domaines, dans chaque secteur, là où il y a un ministère qui œuvre dans ce pays, nous sommes appelés à réfléchir, et je crois que c'est déjà fait parce que ça fait partie du programme, du nouveau programme. À titre d'exemple, je pourrais vous dire que en matière d'emploi, aujourd'hui, il faut voir comment l'employé congolais est presque chosifié par ceux qui investissent. Je fais allusion beaucoup plus aux Indo-Pakistanais ainsi que tous ceux qui ont le courage, bien sûr, d'ouvrir par-ci, par-là une firme, une société pour donner du travail aux gens. Mais ça doit se faire dans le respect strict, le strict respect, n'est-ce pas, de la législation du travail, la législation sociale. Il n'y a pas que ça. Et même au niveau des émoluments. Partout au monde, il y a ce qu'on appelle la classification type des emplois. Et cette classification fait appel le plus souvent à une tension salariale généralement de 1 à 10 dans toutes les sociétés qui se respectent. Pourquoi je fais allusion à cela? Vous savez, lorsque il y a une disparité dans le traitement et lorsqu'il y a un écart considérable dans les salaires, les gens ne se retrouvent pas. Mais partons du simple principe que la tension salariale soit de 1 à 10. C'est un exemple. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive. Je crois que si, au niveau de l'administration publique, le moins salarié qui est l'huissier, en exemple, s'il a $100, c'est un exemple, automatiquement, le plus haut gradé de la fonction publique, qui est le secrétaire général, devra avoir 10 fois plus, c'est-à-dire 1000. Cela pour équilibrer le reste de catégories et pour pouvoir permettre à chaque classe de vivre selon ses moyens. Nous ne passerions pas outre le panier de la ménagère qui s'en trouverait une fois de plus recollé, réparé pour plus de justice sociale. Et je crois que les réformes courageuses dont il est question passent aussi par cette correction des émoluments au niveau, par exemple, de ceux oui, mais qui ça, sont... on en parle. On a vu Kabound en parler pendant les premiers mandats. Il n'a pas été suivi par sa famille politique. Ce reste le cas pour ce second mandat? Je crois qu'il ne s'agit pas d'un individu dont on va faire allusion ici. Non, mais justement, c'est un individu qui en a parlé. Nous sommes en train d'envisager les voies et moyens, de faire la collecte de voies et moyens pour pouvoir améliorer ce qui nous appartient à nous tous. Parlons plutôt des faits, parlons des propositions, ça ne manquera toujours pas. Mais je sais que s'il y a trop d'écart dans le traitement, dans les salaires, à la fois c'est une injustice et une déconsidération de ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Et c'est vraiment ce que nous voulons pour notre société, je ne pense pas. Et ceux qui sont appelés à légiférer, qui sont des parlementaires qui seront fraîchement élus, voudront bien, en tout cas, faire œuvre utile en votant des lois justes, des lois qui font avancer la société, des lois qui considèrent le bonheur collectif, des lois qui représentent l'intérêt général. Il est tout à fait banal, scandaleux, sinon diabolique, de penser que pour un député, il faut, je ne sais pas, 21 000 $. Il y en a qui supputent dans le sens de 33 000. Je ne suis sûr de rien, mais je retiens que c'est 21 000 $ pour un député, même s'ils ne sont pas trop nombreux. Mais nous regardons au pouvoir d'achat. Et par rapport à une sentinelle à qui pas très nombreux, c'est euphémisé parce qu'ils sont à 500. Tant soit peu. Mais la justice sociale, c'est quoi? C'est donner sa chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans les mêmes conditions. Oui, déjà, lorsqu'on considère la tension salariale de 1 à 10, on catégorise. Mais il ne faut pas qu'il y ait un grand écart pour pouvoir
parler de la justice sociale. Je crois que la justice sociale, c'est d'abord la façon et l'efficacité même. D'ailleurs, là, il faut qu'on se le rappelle. L'efficacité d'un gouvernement réside d'abord dans sa manière à pouvoir considérer les plus démunis de sa société. Et si on considère une sentinelle comme une personne à part entière, créée à l'image de Dieu, l'image et la ressemblance du Très-Haut, je crois qu'on ne va pas commettre les erreurs du genre de celles qu'on a commises précédemment, en donnant par exemple $50, alors que la même personne n'est pas payée pendant plusieurs mois. Mais vous voulez en faire quoi finalement? Justement, Jean-Marie, on va revenir sur cette question puisqu'on n'a pas fini avec ça. C'est aussi une réforme courageuse qui est de remettre à la surface de débat dans la place publique la suprématie de la nationalité congolaise. Parce que jusque-là, on a une diaspora qui est en masse sous d'autres cieux, qui voudraient bien recourir leur nationalité. Est-ce qu'avec ce nouveau mandat, va-t-on revenir, redébattre et voir même la nationalité congolaise être revêtue de sa suprématie? C'est le genre de discussion que j'aimerais beaucoup plus voir être entamée par les législateurs, ceux qui légifèrent. Mais déjà, il y a une brèche, la Constitution le dit à ce sujet. La nationalité congolaise peut être est une exclusive. Elle ne peut être détenue au même moment qu'avec une autre. Justement, d'où le débat de la suprématie de la nationalité congolaise. Mais justement, elle prévaut. Elle prévaut avant toutes les autres. Non, mais là, elle ne prévaut pas. Là, elle tombe. C'est-à-dire quand elle est détenue concomitamment avec une autre nationalité, on la perd. C'est-à-dire là, elle est même sous-évaluée au profit de l'autre nationalité. D'où on a évoqué la notion de la suprématie justement de la nationalité congolaise pour peut-être qu'on ne puisse plus la perdre puisqu'elle est à nous, on est né congolais. Monsieur Christopher, je crois que nous sommes en train de parler le même langage sans pouvoir se comprendre peut-être. Nous parlons des institutions, de la gouvernance. Quand est-ce qu'il faut exercer, quand est-ce qu'il faut gouverner et comment? D'abord, priorité à la nationalité congolaise, n'est-ce pas? Mais si une autre personne de bonne foi, parce qu'il est de la diaspora, voudrait venir pour pouvoir remplir une quelconque mission, le choix est simple. Soit on garde sa nationalité d'où l'on vient, on se tait, ou tout simplement on se soumet aux textes et lois du pays pour pouvoir perdre l'autre nationalité et acquérir la nationalité, retrouver la nationalité congolaise sans laquelle on ne peut pas à un certain moment. En fait, ce qu'eux voudraient, c'est plutôt de ne plus perdre cette nationalité. Quoi qu'on peut détenir une autre nationalité, mais ne plus perdre sa nationalité congolaise puisqu'elle est suprême. Alors, mais il faudra qu'on fasse la part des choses, il faudra qu'ils choisissent ou que le législateur choisisse dans quel domaine ils peuvent exercer sans approcher les institutions. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les domaines régaliens, n'est-ce pas, dans un pays. Je ne pense pas voir. D'ailleurs, le problème s'est posé avec Acuité lorsqu'il s'est agi de la campagne électorale. Suivez bien le chef de l'État dans son message quand, aussitôt après avoir déposé sa candidature à la CENI, il a tiré la sonnette d'alarme comme pour dire attention aux candidats de l'étranger. Justement, ce sont des candidats que les étrangers ont mandatés et ce ne sont pas des candidats qui ont des nationalités étrangères, deux notions différentes. Faites une bonne lecture, Monsieur Christopher. Je vous dirais que s'il n'y avait pas de preuves, s'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir inculper telle ou telle personne, aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Parce qu'au cours même, et suivant l'évolution de la campagne électorale, il y a eu des révélations. Il y a même des preuves. Non
seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur, qui ont fait état de telle ou telle autre nationalité d'un tel candidat, alors que la Cour constitutionnelle, dans toute sa sagesse, avait passé outre, faute de preuves, pour pouvoir valider un candidat supposé être étranger. Mais bon, c'est le choix du peuple qui a déterminé la suite. Je crois que le peuple a suffisamment entendu la voix de son berger pour pouvoir... Mais pourquoi refuser à ces Congolais qui sont sortis du Congo pour aller peut-être chercher mieux ailleurs, tout en ne déniant pas de leur pays le droit de ne pas perdre leur nationalité? Le problème se pose à deux niveaux. Lesquels? Le premier niveau, quand on est au Congo, on ne discute pas de sa nationalité congolaise. N'est-ce pas? On remplit ses devoirs, on jouit de ses droits en tant que Congolais. Et je crois que tout est clair en cette matière. Le problème plutôt se pose sous un autre angle, celui de l'expatriation. Lorsqu'on va en dehors du Congo, lorsqu'on est à la recherche de voies et moyens pour la survie et qu'il y a exigence pour qu'on puisse d'abord acquérir une autre nationalité, mais ce qui se passe dehors, en dehors du pays, ne concerne pas la République démocratique du Congo. Et non, mais plutôt les individus qui voudraient bien ne jamais perdre leur nationalité et que pour peut-être qu'ils n'aient pas à se voir un jour être rappelés par certains de leurs compatriotes que non, ah tiens, toi tu es français, il dit mais je m'appelle Landou, je m'appelle Timba, je m'appelle Kabongo, comment tu peux me dire que je suis français? Mais est-ce qu'on ne peut pas, par courage, accepter d'abord qu'on a perdu cette nationalité, quitte à la justement, il demande à ne plus le perdre. Non, il ne faut pas mêler choux et chèvres. La confusion sera totale. Il y aura des gens qui pourront avoir 3-4 nationalités. Il n'y a pas qu'une seule à avoir par-ci, par-là. D'ailleurs, quand on sort, on est à la recherche du bonheur à l'étranger. On peut transiter par plusieurs pays. À supposer que c'est dans 4-5 pays par lesquels on est passé et pour lesquels on a joui d'autres nationalités. Il faut les assembler toutes, il faut... Ça s'est fait. Vous avez Manuel Valls qui est en même temps français, il en a été Premier ministre et il est rentré dans la Constitution française dans son Espagne natale pour être maire, je crois, de Barcelone. La Constitution française ou celle espagnole peut-être lui permettent. Pourquoi pas la nôtre? Non, nous avons une Constitution qui est claire en cette matière. Il ne faut pas la flouer, il ne faut pas la traficoter, il ne faut pas la prostituer non plus. Elle est claire à ces sujets. Vous voulez exercer? Voilà. La nationalité congolaise, vous l'avez? Oui. Vous ne l'avez pas? Hors de question. La chose est tellement simple et claire qu'il ne faille même pas en discuter. Allez, merci. On va encore parler. On parlait tout à l'heure des émoluments des députés, mais les émoluments des députés n'est pas la seule enveloppe qui est surréaliste. C'est aussi celle des institutions qu'on connaît budgétivores. Les trains de vie des institutions et tout ça, on les dénonce déjà. Est-ce que parmi les réformes justement auxquelles nous faites allusion, on pourrait aussi voir certaines institutions être supprimées et la réduction des trains de vie des institutions? Merci, cher Christopher. Je crois que la Constitution consacre, n'est-ce pas, le partage des ressources de façon équitable. Le Congolais a droit de jouir des ressources de son pays de façon équitable. Quand est-ce que cela pourra avoir lieu si on ne pense pas aux plus démunis? Il faut réduire, n'est-ce pas, l'écart dans cette fracture sociale entre les plus démunis et ceux qui sont au sommet dans les institutions. Et c'est en ce moment-là seulement qu'on pourra sentir une dynamique qui fera du Congolais un citoyen comme tout citoyen du monde. Ce que nous déplorons, c'est quoi? Allez,
Vous prenez, ce n'était qu'un exemple sur lequel je peux revenir sans problème parce que c'est celui-là qui est rendu plus ou moins public. Mais un député congolais, il touche plus qu'un président américain ou français. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre par rapport à lui-même? Rien du tout. Et au contraire, il recherche encore un peu plus de bonheur. Il y a des primes à gauche, à droite. Mais dans l'entretemps, ceux qui ont voté pour lui, ils doivent demeurer dans la misère indéfiniment. Je crois que c'est injuste. À propos, et de façon équitable, il faut recourir à la justice sociale pour rembourrer le fossé, créer un pont de justesse et de justice sociale pour que les écarts ne se ressentent pas. Donner à tout le monde la possibilité de pouvoir s'en sortir, et c'est ce qu'on appelle la justice distributive. Aujourd'hui, je crois que c'est un mot sur lequel nous devons vraiment insister, la justice distributive. Il faudra que nous puissions arriver à donner sa chance à tout Congolais de pouvoir tenir le coup, réduisant les écarts. Le panier de la ménagère, je crois que c'est un terme que vous aviez entendu, que tous nous avions entendu parler il y a longtemps, parce qu'on a perdu le panier et la maman se promène avec un sachet plutôt troué d'ailleurs, à cause de la flambée de prix, à cause de l'inflation, à cause de tensions dans tel ou tel autre domaine, le pouvoir d'achat a été sensiblement réduit. Mais que faire? Il faut recourir aux mesures qui sont justes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous demandons à tous ces élus qui entreront demain au Parlement de demain, de pouvoir avoir un cœur nationaliste pour agir en toute sincérité et surtout en toute honnêteté pour pouvoir assumer les promesses de campagne qui sont le bien-être de la population. Le bien-être de la population passe par la correction de toutes ces injustices qui, une fois collectées, sont une montagne, peut-être mieux un grand fossé d'écart entre les gouvernants et les gouvernés. Justement, dans le cadre de ces réformes, peut-on espérer à ce que le prochain gouvernement, ou soit avec la présente législature qui sera investie bientôt, voir non seulement qu'on a diminué le nombre de portefeuilles ministériels, mais aussi voir peut-être une loi en la matière disposant que le nombre de portefeuilles, le nombre des animateurs du gouvernement ne peut aller au-delà d'un certain nombre. Est-ce que c'est possible aussi? Le problème ne se pose pas en termes de diminution ou d'augmentation des portefeuilles. Pourtant, ça fait partie du problème. On en a 66. Le vrai problème, c'est l'efficacité. Pour rendre efficace le système, qu'est-ce qu'il faut? Parce que chaque gouvernement, pour les plus aptes... Ce n'est forcément pas en avoir beaucoup, comme on en a 66, c'est trop. S'il faut nous donner du travail, vous comprenez une fois de plus qu'on risque de taper à côté. Le vrai problème, ce n'est pas les 66 personnes qui posent le problème. Le problème, c'est plutôt le grand écart qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais la question, c'est pourquoi 66 personnes? Permettez. Justement, il faudrait... Si les conditions, si les... Allez, sincèrement, jouons le jeu. Si le gouvernement, dans son programme, pense qu'il faut 60-66 personnes pour une aisance de travail, pour pouvoir atteindre les objectifs, mais c'est selon le plan et le projet et le programme. Sous d'autres ciels, le travail est aisé, mais vous avez en Côte d'Ivoire, nous aussi, nous en avions ici. L'économie et finance, c'était un seul portefeuille occupé par un seul individu. Vous aviez l'agriculture, pêche, élevage, tourisme, c'est un seul portefeuille occupé par... C'est bien vrai, mais est-ce que c'était ça la célérité? Au contraire, il y a eu des dossiers qui sont tassés, il y a eu, n'est-ce pas, alourdissement même dans la façon de traiter les dossiers. Je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il
Il faudra qu'on donne sa chance à tout le monde selon les aptitudes, selon les compétences pour pouvoir faire le travail. S'il y a quelqu'un qui peut à lui seul jouer 2-3 rôles parce qu'avec aisance, mais pourquoi pas, cela dénote de la technicité. Cela dénote de la technicité. Mais partant du principe que chaque ministère puisse avoir à être géré par un technicien sans cumul, je crois que c'est la moindre des choses. Le problème plutôt, c'est la réduction du train de vie, la manière de pouvoir traiter ces gens-là avec justesse, sans exagération aucune, par rapport aux plus démunis. Et c'est là qu'on sentira le véritable équilibre entre gouvernance et gouverner une fois de plus. Je reviens là-dessus. Merci Jean-Marie Ngoma Chitaka d'avoir été de nôtre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour la rediffusion de cette émission, retrouvez-nous dimanche à 17h15 sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Merci.